Alors, c'est quand est-ce qu'on a le droit de sortir nos plants de tomates? Est-ce que c'est vrai la règle du 24 mai, la journée des Patriotes, ou la fête de Victoria, selon tes préférences politiques? On va démystifier ça dans ma capsule aujourd'hui. Bienvenue à un nouvel épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, l'heure est au grand saut, potentiellement risqué. D'abord, si tes mains te démangent de transplanter tes beaux plants de tomates, Frédéric est là pour te dire « Oups, pas si vite ». On démystifie la fameuse règle du 24 mai et on te donne les vrais secrets de la transplantation pour que tes plants survivent au grand saut au jardin. Ensuite, Dan nous parlera du cosmos sulfure. Reste avec nous, ça va brasser. Merci Sophie et bonjour chers auditeurs, moi c'est Frédéric, et si t'es comme moi, ça te démange probablement à ce temps-ci de l'année de commencer à t'activer dans le jardin. Avec le soleil qui sort, certaines journées, il commence à faire chaud, on se sent au printemps, on sort en t-shirt, puis nos beaux plants dont on prend soin à l'intérieur, ça commence à presser, là, on a le goût de les sortir au plus vite. La fin mai, c'est un moment où on peut commencer à sortir pas mal de diversité de légumes dans notre jardin. Mais attention, si tu sors tes plants trop vite puis qu'il y a un petit gel qui s'en vient la semaine prochaine, tu pourrais peut-être les perdre. Alors, c'est quand est-ce qu'on a le droit de sortir nos plants de tomates? Est-ce que c'est vrai la règle du 24 mai, la journée des Patriotes ou la fête de Victoria, selon tes préférences politiques? On va démystifier ça dans ma capsule aujourd'hui. Mais d'abord, toi, Sophie, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton jardin de sortir tes plants trop vite au printemps? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai regretté, par exemple. Il était vraiment pas beau. C'est quoi que t'avais sorti? J'avais sorti mes plants de tomates. Évidemment, j'avais pas attendu le 24 mai. J'étais trop pressée, j'avais trop hâte. En fait, la première erreur que j'avais faite, c'est que je les avais partis trop tôt. Parce que plusieurs mois avant, j'étais déjà là aussi trop pressée. Donc là, il était rendu trop gros. Je les ai mis trop tôt. Et puis là, il y a eu du vent, il y a eu tout ce qui vient avec la température du printemps. Puis il faisait vraiment pitié. J'en ai perdu quelques-uns. C'est quelque chose que plusieurs personnes font, de partir les plants de tomates trop tôt puis de se ramasser à devoir les mettre au jardin trop tôt aussi. De notre côté à la ferme, c'est un peu notre job, par contre, d'essayer de sortir notre stock hâtif en primeur et en avance. Fait qu'on se spécialise un peu dans la plantation des tomates un peu plus tôt que la date généralement recommandée. Mais on les a encore jamais perdus parce qu'on se prépare évidemment pour être capable de le faire. Mais je me souviens quand même d'une année où on cultivait encore nos tomates à l'extérieur, puis on avait eu un gros gel juste après la plantation des tomates. On avait dû en urgence mettre des petits tunnels de bâches flottantes par-dessus tous nos rangs de tomates. Ça avait été quand même pas mal de job. Peut-être qu'on aurait dû se calmer un peu le pompon et regarder un peu plus les prévisions météo cette année-là. Parce qu'effectivement, c'est important de garder un œil sur les prévisions météo pour être à l'affût s'ils annoncent un gel tardif. Et c'est vrai que souvent, c'est autour de la pleine lune qu'il va y avoir ce gel tardif-là. Donc, il va falloir prendre les mesures pour protéger tes plants si tu les as déjà sortis. Alors, est-ce que c'est vrai qu'à partir du 24 mai, on peut planter nos affaires et qu'il n'y a pas de problème? Alors, le 24 mai, ça se trouve être une date moyenne qui est bonne pour plusieurs régions, mais qui est plus adaptée aux zones 5, donc autour de Montréal et de la Montérégie. Si tu cultives en zone 3-4, souvent, il va falloir que tu attendes plus vers la fin mai ou même au début juin pour sortir tes plants qui sont fragiles et sensibles au froid. Mais le secret, en fait, c'est de se fier à la thermométrie et pas aux dates du calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la thermométrie? C'est les températures. Il y a deux températures à regarder. Il y a la température de l'air. Pour ça, on veut que les nuits restent constamment au-dessus de 10 degrés Celsius. S'il y a des prévisions qui annoncent un 4 degrés ou moins, là, c'est de retarder ta plantation. De toute façon, c'est pas comme si tes plants de tomates allaient pousser en fou à cette température-là. Puis s'il est trop tard et que tu as déjà planté, c'est là qu'il va falloir utiliser des bâches flottantes pour protéger tes cultures. L'autre température à regarder, c'est la température du sol. Celle-là, on veut qu'elle soit au moins à 15 degrés Celsius pour les tomates et même à 18 degrés Celsius pour les cultures encore plus estivales comme les melons. Pour connaître la température de ton sol, il y a deux techniques. Tu peux utiliser un thermomètre de sol que tu peux te procurer pour pas trop cher dans un centre de jardin, ou encore utiliser le test du doigt, où tu vas mettre ton doigt dans le sol et juger au mieux de ta jugette à quelle température tu penses que le sol se retrouve. Si c'est frais, voire froid en dessous, probablement que c'est pas idéal pour tes tomates. Évidemment, il y a une des deux techniques qui est un peu plus précise que l'autre. Alors, imaginons maintenant que tu as planté ton doigt dans ton sol et que tu sens qu'il n'y a pas un bloc de glace en dessous de la surface, il y a même un peu de chaleur, et puis tu te dis, c'est le temps d'y aller. Je vais te donner maintenant quelques règles d'or pour réussir tes transplantations de plants fragiles. La première, c'est un petit rappel, assure-toi que tes plants ont été bien endurcis pendant 1 ou 2 semaines avant de les mettre au jardin. Si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur le sujet, tu peux consulter l'épisode 7 du balado Au goût du jardin. Ensuite, tu vas vouloir arroser avant et après ta plantation. C'est important de bien hydrater tes semis avant de les sortir.
Donc, d'arroser tes pots ou tes plateaux de plants pour que les plants ne soient pas en stress hydrique au moment où ils vont se faire transplanter. Ensuite, quand tu transplantes tes gros plants, comme tes beaux plants de tomates, qui sont déjà en pot de 3,5 pouces ou même dans des pots encore plus gros, ça peut valoir la peine de te creuser un trou puis de le remplir d'eau. Tu peux parfois ajouter même du fertilisant ou de l'émulsion de poisson ou du compost dans ce trou-là. Et puis tu vas planter directement dans ton trou d'eau, puis remplir ensuite avec de la terre. Pour un plant de tomate, tu peux te permettre d'enterrer une partie de la tige, puis ça va permettre au plant de faire encore plus de racines. Toi, Dan, est-ce que tu préfères commencer avec des gros transplants de tomates dans ton jardin ou tu aimes mieux les aimes mieux un peu plus petits? Moi, j'aime les petits transplants. Moi, ce que je cherche, c'est des belles racines. Puis s'il y a une belle boule de racines, je suis très confiant qu'on va avoir une belle plante. S'il est trop étiolé, je suis pas content. Ouais, effectivement, à la ferme aussi, on démarre avec des plants plus petits plutôt que des gros plants qui sont difficiles à manipuler, plus fragiles, puis qui ont un plus gros stress à la transplantation. Quand on plante des petits plants comme les laitues, les brocolis ou d'autres, on va vouloir arroser non pas dans un trou, mais directement sur le sol, juste après la transplantation. De donner de l'eau comme ça à nos plants, ça les aide vraiment à s'établir puis à réduire le choc de transplantation. Une autre règle d'or, ça va être de faire attention à la profondeur de tes plants. Comme mentionné pour les tomates, on peut planter plus profondément, jusqu'aux premières feuilles, pour les aider à se développer un système racinaire plus fort. Mais pour la plupart des autres plants, comme les poivrons, les aubergines, les concombres, on va vouloir planter à la même profondeur que dans ton pot, pour éviter que l'humidité de la terre autour des racines engendre une pourriture de la tige. Finalement, assure-toi de choisir un moment idéal pour ta transplantation. Quand on transplante en fin de journée ou par un temps nuageux, ça donne une petite chance à nos plants en leur évitant de subir le stress du soleil direct et d'un dessèchement accéléré. Alors voilà, c'était mes 4 trucs pour une transplantation réussie, mais en juin, c'est aussi possible de faire des semis directs. C'est un excellent mois pour plusieurs légumes qui aiment être semés, mais qui aiment aussi la chaleur. Alors, il y a plusieurs cucurbitacées, comme les courges, les citrouilles, les melons, les concombres, les zucchinis, qui peuvent être semés directement au jardin. On n'a donc pas absolument besoin de les démarrer à l'intérieur, ces cultures-là. On peut les semer directement dehors. Le maïs, c'est un autre légume qui va bénéficier d'être démarré en avance en pépinière, mais qu'on peut très bien semer directement au jardin aussi, quand le sol est assez chaud. Mais attention, si on sème dans un sol trop froid, ben là, le maïs risque de pourrir. Une dernière culture qu'on peut commencer à semer à ce temps-ci de l'année, c'est les haricots. Si tu veux un petit truc pour accélérer la germination de tes cultures en semi-direct, ça va être de réchauffer ta terre par des journées ensoleillées à l'aide de bâches noires ou de plastique noir. Remarque que toutes les cultures que j'ai mentionnées jusqu'à présent ont quand même des assez grosses semences. Dans ces cas-là, la plante a une longueur d'avance et peut prendre de vitesse les petites mauvaises herbes. Dernier élément, en juin, on va vouloir continuer nos semis successifs de petits légumes comme les carottes, les laitues, les radis, les navets, betteraves ou fines herbes à toutes les 2 semaines pour s'assurer que nos récoltes sont échelonnées pendant toute la saison. Alors c'est ce qui conclut ma capsule pour la semaine. Rappelle-toi que même si le sentiment d'urgence est là, il faut quand même agir intelligemment en respectant la température du sol et la température ambiante. Garde un œil sur les prévisions météo et couvre bien tes petits plants si la météo nocturne devient incertaine. Bon jardinage! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte.
Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Est-ce que les pétales d'un cosmos sont plus parfaitement alignés que ceux des autres fleurs? Les botanistes qui l'ont nommé ainsi le pensaient sûrement, puisque le mot grec cosmos signifie l'ordre et l'harmonie. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire d'un cosmos d'une toute autre couleur. Tu connais sans doute déjà le cosmos classique, celui aux fleurs roses, violettes ou blanches. Ce sont ces grandes plantes un peu rebelles qui finissent toujours la saison dans un joyeux désordre. Mais savais-tu qu'il existe un cousin, le cosmos sulfureux? Lui, il s'habille d'orange et de jaune avec parfois une petite touche de rouge. Comme chez son cousin, les pétales sont comestibles. Tu peux les ajouter à des salades ou sur un gâteau. Ils sont un peu amers, mais ils sont magnifiques dans l'assiette. D'ailleurs, ces pigments servent aussi à créer des teintures naturelles pour la laine, allant du jaune à l'orangé. Dans le jardin, le cosmos sulfureux est un vrai bonheur. Il adore la chaleur et le soleil intense. Il est vigoureux, tolère bien la sécheresse et pousse même dans les sols plus pauvres. Tu peux semer les semences directement en terre après les derniers gels, comme Fred vient de nous en parler, ou tu peux les partir à l'intérieur 4 semaines à l'avance. C'est une plante très facile qui atteint environ 3 pieds de haut. Tu n'as qu'à les espacer d'un pied dans toutes les directions et le tour est joué. Maintenant, je vais te raconter comment je suis tombé en amour avec cette fleur. À la ferme Tournesol, nous avons des jardins de fleurs coupés pour nos abonnés. Un jour, en marchant entre les rangs, j'ai aperçu des cosmos oranges. Il était simple et vraiment charmant. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il y avait déjà des semences sur les fleurs que l'équipe n'avait pas cueillies. J'en ai récolté une poignée au creux de ma main pour les ramener. L'année suivante, nous les avons semées et maintenant, elles sont disponibles dans notre boutique de semences. Le cosmos est originaire du Mexique et de l'Amérique centrale. En fait, on le nomme aussi l'astère du Mexique. À l'origine, le cosmos sulfureux est une plante qui attend que les jours raccourcissent pour fleurir, mais avec le temps, on a sélectionné des lignées qui fleurissent beaucoup plus tôt dans notre saison. Une variété populaire de cosmos sulfureux est le Bright Lights, introduit par la W. Alty Burpee Company dans les années 80. C'est un mélange de fleurs jaunes, oranges, dorées et rouges. Nos semences sont issues de Bright Lights, mais nous avons surtout sélectionné les fleurs oranges avec un peu de jaune. Si tu veux garder tes propres semences, c'est très simple. Assure-toi seulement de ne pas couper toutes les fleurs pour les bouquets. Laisse-en quelques-unes monter en semences. Une fois sèches, elles se détachent très facilement en les frottant simplement entre les doigts. Je ne peux pas te garantir que le cosmos sulfureux apportera l'harmonie totale dans ta vie, mais je te promets qu'il poussera à merveille dans ton jardin. Visite notre boutique en ligne pour commander des semences et commencer la saison en couleur. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que cette discussion t'a donné confiance pour faire le grand saut au jardin. Rappelle-toi les leçons clés d'aujourd'hui. L'importance de te fier à la thermométrie plutôt qu'à la date du calendrier avant de transplanter tes plants fragiles. Un grand merci à Molly Brisebois pour le montage de cet épisode. Ne manque pas notre prochaine parution jeudi prochain. Je te partagerai mes techniques pour faire des salades originales et excitantes en début de saison. Abonne-toi au balado pour être sûr de ne rien manquer et pour nous donner un coup de pouce avec les algorithmes. D'ici là, bon premier semis!